Bonjour, je suis Henri Levenbruck et vous écoutez Cheval Western, le podcast de l'équitation western. Howdy, partner. You don't mind my saying. Dans chaque épisode, je vous invite à partir à la rencontre de celles et ceux qui font vivre cette discipline. Des cavaliers, des enseignants, des éleveurs, des artisans, des vétérinaires et bien d'autres personnes encore. Hello? Hello? Ensemble, nous allons explorer les multiples facettes de l'équitation western, depuis la vie au ranch jusqu'aux arènes de compétition, en passant par les coulisses des élevages, des clubs, des organisations et autres ateliers d'artisans. Que vous soyez cavalier expérimenté, amateur, amoureux des chevaux ou simple curieux, ce podcast vous offrira des histoires inspirantes, des conseils pratiques et un regard sincère sur la culture western et ses traditions. Ah, the Western tradition. Now that's something. En préambule, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un spécialiste de l'équitation western, mais seulement un amateur. C'est une discipline que j'ai découverte tardivement et que je pratique depuis peu avec mon compagnon de route, Wibo, un quarter horse de 8 ans. Oh, he's so sweet! Mais dès mon premier galop, ça a été un coup de foudre. Après des années un peu chaotiques dans le monde de l'équitation classique lors de mon adolescence, cette rencontre m'a réconcilié avec les chevaux et même bien plus encore. Mon véritable métier, ce n'est pas l'équitation, c'est l'écriture, puisque je suis romancier. Mais ceux qui me connaissent un peu savent que quand une nouvelle passion me prend, je m'y jette tout entier. J'ai besoin de tout comprendre, de tout apprendre, de tout explorer, mais aussi de tout partager. À tel point que, depuis un an, je prépare un nouveau roman, mon 28e, dans lequel l'équitation et la culture western joueront un rôle central. Au fil de mes recherches, une idée a germé. Pourquoi ne pas proposer aux gens de les embarquer avec moi dans mon exploration ? Pourquoi ne pas partager avec vous ces découvertes, ces rencontres, cette immersion dans une culture assez peu médiatisée chez nous ? C'est ainsi qu'est née l'idée de ce podcast. Mon souhait est simple, que vous preniez autant de plaisir à le suivre que j'en ai à découvrir semaine après semaine toutes les facettes de l'équitation western. Well, you know, kid, you'll never get enough of Western riding. Cet épisode 0 est un peu particulier toutefois, puisqu'au lieu de recevoir un invité, comme je le ferai dans les prochains épisodes, je vais simplement vous proposer une introduction générale à l'équitation western. Si vous connaissez déjà tout sur le sujet, vous aurez peut-être envie de passer directement à l'épisode 1, dans lequel je reçois Kader Hiklef, célèbre fondateur du Petit Far West, l'un des plus grands centres équestres français dédiés à l'équitation western. Mais peut-être que vous pourrez quand même découvrir un ou deux trucs en écoutant cet épisode 0. J'en ai appris pas mal moi-même en le préparant. Imaginez un lever de soleil sur une vaste plaine américaine. Au loin, une silhouette se détache. Un cavalier, chapeau vissé sur la tête, qui avance tranquillement, rêne détendue, au milieu d'un troupeau de vaches aux longues cornes. Au fond, l'esprit de l'équitation western, c'est ça. Et on pourrait presque s'arrêter là, si on voulait se contenter de l'essentiel. Mais évidemment, c'est bien plus que ça. Yeah, give me some more. Aujourd'hui, l'équitation western s'est bien installée dans le paysage équestre français et européen. Bien que minoritaire face à l'équitation dite classique, elle attire de plus en plus de passionnés dans les centres équestres spécialisés. La Fédération française d'équitation, la FFE, observe une diversification des pratiques. L'équitation western s'inscrit dans cette dynamique. En France, les clubs proposent déjà un large éventail de disciplines, on les détaillera dans un instant, mais on relève également des pratiques bien ancrées en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie, où l'engouement pour les disciplines western ne cesse d'augmenter. It's so cool. Enfin, les cavaliers européens brillent désormais sur la scène internationale. Dernière preuve en date, l'exploit d'Arnaud Girinon, un cavalier français. Bon, ok, il est installé en Belgique, mais n'empêche, il est bien français. Vive la République et vive la France. Arnaud a récemment écrit une page mémorable de l'équitation western internationale. En août 2025, avec son cheval Flexing Guns in Town, il a remporté The Run for a Million à Las Vegas, la mythique épreuve de reining dotée de $500 000.
Sa prestation au Run for a Million a marqué les esprits avec un score de 232. 232. The sleeper pick. Wow. Look at this kid. Look at him. Oh gosh, dang. Et nous essaierons bien sûr de recevoir Arnaud dans un futur numéro de ce podcast. Arnaud, si tu nous écoutes, envoie ton 06. Bref, le western est devenu en Europe une équitation à part entière, avec ses diplômes, ses compétitions régionales, nationales et même désormais internationales, et avec des clubs et des ranchs qui la font vivre au quotidien. Premier question. Ça vient d'où, l'équitation western? Eh bien, comme son nom l'indique, l'équitation western, elle vient du Far West. Avant tout, le cheval a été l'un des acteurs essentiels de la conquête de l'Ouest. Avant l'arrivée du chemin de fer dans les années 1860, il constituait le principal moyen de transport, aussi bien pour les populations autochtones que pour les colons européens en mouvement vers les vastes territoires à l'ouest du Mississippi. Sa rapidité, son endurance et sa capacité à porter de lourdes charges faisaient de lui un outil irremplaçable dans un environnement immense, souvent hostile et dépourvu d'infrastructures. Pour les peuples autochtones, le cheval, qui n'a été introduit en Amérique du Nord qu'au XVIe siècle par les Espagnols, a complètement transformé leur mode de vie. Les tribus des Grandes Plaines, comme les Sioux, les Comanches ou les Cheyennes, ont développé une véritable culture équestre, souvent en piquant leur monture aux colons espagnols. Le cheval leur donnait une mobilité nouvelle pour suivre les troupeaux de bisons, faciliter la chasse, mais aussi accroître leur puissance guerrière. Il a donc joué un rôle central dans la réorganisation de l'espace et des équilibres de pouvoir entre les nations amérindiennes. Pour les pionniers venus de l'Est, le cheval et la mule étaient indispensables aux migrations massives vers l'Ouest. Les grandes caravanes de chariots n'auraient pas pu franchir ces immenses distances sans la traction animale. Les familles transportaient ainsi des vivres, des outils, des meubles et parfois même leurs maisons qui étaient démontées. Le cheval, utilisé en selle ou en attelage, permettait de traverser plaines, déserts et montagnes, là où aucune route carrossable n'existait encore. Au-delà du transport, le cheval a soutenu également l'expansion économique des USA. Dans les zones de colonisation, il était crucial pour les travaux agricoles, le labour, le transport du bois, le commerce local, mais aussi pour la communication. Les postes de courrier express comme le Pony Express, avant l'essor du télégraphe, reposaient exclusivement sur des relais de chevaux rapides capables de parcourir des centaines de kilomètres en quelques jours. Mais c'est surtout au XIXe siècle que l'équitation western s'est forgée comme un nouveau type de monte. Les cow-boys, c'est-à-dire des vachers, avaient pour mission de rassembler et de conduire d'immenses troupeaux de bovins, parfois sur des centaines de kilomètres, à travers les plaines et les montagnes. Il leur fallait donc des chevaux solides, endurants et capables de réagir vite. Now, if you want a tough and fast horse, get a quarter horse. C'est ainsi qu'est né un style de monte pensé avant tout pour le travail, une selle large et confortable pour pouvoir y rester des journées entières, des rênes longues, tenues d'une seule main pour garder l'autre libre et surtout, une vraie complicité entre le cavalier et sa monture. Attention, le cow-boy réel est bien loin des clichés hollywoodiens. Dans les films, on imagine des hommes solitaires, pistolet au côté, errant de saloon en saloon. La réalité était et reste encore très différente. What? Bro, what are you talking about, man? Un cow-boy, c'est avant tout un ouvrier agricole, spécialisé dans le bétail. Son rôle principal, soigner, déplacer, marquer et trier les vaches. C'est un métier rude, fait de longues journées, de pluie, de poussière et de boue. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. Pas de duel au soleil, mais plutôt des veillées autour du feu, des chevaux à panser, des clôtures à réparer, etc. So, you want to be a cowboy, huh? Well, get ready to eat the dust, dude.
C'est d'ailleurs cet aspect plus authentique que montre une série comme Yellowstone. I hope you two are pretty handy before you get to that mountain. It's killed some damn good cowboys. And you ain't good cowboys. Où on a un aperçu de ce que peut être la vraie vie des ranchs, encore que celui-là profite d'un confort hors du commun. Un ranch, en effet, ça fonctionne comme une petite entreprise agricole. Il y a plusieurs rôles. Alors, les cow-boys, à proprement parler, qui passent leur journée en extérieur avec le bétail. Les Wranglers, oui, comme la marque de jeans. Wrangler Premium Performance Cowboy Cut Jeans. Qui s'occupent plus spécifiquement des chevaux. De les nourrir, les dresser, les soigner, gérer le troupeau de monture, qu'on appelle le remuda, d'ailleurs, qui est un mot d'origine espagnole. Remuda. Et à côté de ça, il peut y avoir des intendants, des vétérinaires, des cuisiniers, bref, tout un microcosme qui tourne autour du bétail et des chevaux. Et puis, bien sûr, il y a le top hand. Dans un ranch américain traditionnel, le hand désigne un employé polyvalent qui s'occupe de toutes les tâches nécessaires au fonctionnement quotidien du ranch. Un hand doit savoir monter à cheval, manier le bétail, être débrouillard et prêt à intervenir sur toutes sortes de problèmes. Dans certains ranchs, on distingue même plusieurs niveaux, et le top hand, par exemple, c'est le plus expérimenté, celui qui connaît le mieux le bétail et le terrain, et qui sert souvent de modèle ou de référent pour les autres cow-boys. Et pour revenir à la série Yellowstone, le personnage de Rip incarne ce rôle de top hand, mais version Hollywood. Dans la réalité, le top hand d'un ranch n'est pas obligé de tuer des gens toutes les semaines et de jeter leurs cadavres dans un précipice. Alors même si nous sommes loin du Texas ou du Montana, il existe en France quelques ranchs qui fonctionnent sur ce modèle avec des méthodes de travail directement inspirées des États-Unis. Travail du bétail à cheval, utilisation du lasso, organisation en équipe, comme sur un vrai ranch. Ces lieux restent un peu confidentiels, mais ils existent. Ils perpétuent chez nous une tradition de monte et de culture qui est bien plus qu'un simple décor de western, c'est un véritable art de vivre. Et d'ailleurs, j'aurai le plaisir dans de prochains épisodes de vous emmener à la rencontre de plusieurs passionnés qui dirigent des ranchs véritables dans l'Hexagone et qui pourront nous raconter leur quotidien tout en nous faisant partager leur passion. 12e question. Avant le western, il y avait quoi? Bah oui, bien sûr, l'équitation western, elle n'est pas apparue comme ça, d'un coup, comme un cheval sur la soupe. Si on veut remonter aux origines de la domestication du cheval, il faut voyager très loin dans le temps. Autour de 3500 ans avant Jésus-Christ, dans les vastes steppes d'Eurasie, ce qui correspond à l'actuelle Ukraine, au Kazakhstan et au sud de la Russie. C'est là, chez les cultures dites Botaï, que l'on retrouve les premières traces archéologiques de la domestication du cheval. Au départ, le cheval est surtout un animal de trait, qui est attelé au char et au chariot. Il faut attendre 800 ans avant Jésus-Christ en Asie centrale et chez les Scythes. Pour que la monte directe se généralise véritablement, aussi bien pour la guerre que pour les déplacements. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, les Grecs développent un véritable art équestre, un début de dressage, des pratiques de monte à crue ou avec des selles légères, mais toujours sans étrier. L'invention de l'étrier, apparue en Asie et diffusée en Europe au Haut Moyen-Âge, constitue une révolution majeure. Debout les damnés de la terre. Elle stabilise le cavalier et rend possible l'usage efficace de la lance et de l'épée à cheval. C'est ce qui a permis aux chevaliers médiévaux de s'équiper de selles hautes, d'arçons et de grosses armures. Vous êtes déguisés comme au carnaval! Silence, la vilaine! Viens! Franche-la et va ton chemin! À la Renaissance, l'art équestre devient un objet d'étude. On voit apparaître les académies de manège qui jettent les bases du dressage classique. Et enfin, au XVIe siècle, la colonisation des Amériques change le destin du cheval. Les Espagnols introduisent leur monture et leur technique de monte en Amérique du Sud puis du Nord. Et de cette tradition ibérique naîtront les pratiques vaquero et plus tard l'équitation western, comme on va le voir dans un instant. 13e question. C'est quoi les principaux types de montes?
Alors oui, avant de vous présenter la monte western, il est peut-être utile de rappeler quels sont les principaux types de montes, chacune avec ses caractéristiques. D'abord, il existe la monte dite classique, qu'on appelle aussi parfois équitation anglaise. Are you in the show? No, actually, I'm English. Elle se caractérise par une selle légère, au siège plat et par des étriers plutôt courts, ce qui favorise l'équilibre du cavalier ainsi qu'un contact étroit avec le cheval. Cette forme d'équitation regroupe plusieurs disciplines. Donc il y a le dressage qui vise la précision et l'harmonie entre le cavalier et sa monture. Il y a le saut d'obstacle qu'on appelle le CSO. Le cheval, ça m'a pris très tôt. Le cheval, je trouvais trop beau d'aller au galop. Ou encore il y a le concours complet, le CCE, qui combine le dressage, le cross et le saut. Donc après l'équitation classique, il y a évidemment la monte western qui se reconnaît, elle, à sa selle plus lourde et plus confortable, munie d'un pommeau ainsi qu'à ses étriers plus longs. Les disciplines associées, on les présentera un petit peu plus loin, soyez patients. Et si ces deux types de montes sont aujourd'hui les plus pratiqués dans le monde, il existe aussi ce qu'on appelle la monte de travail ou d'extérieur. Adaptée au travail du bétail ou aux longues randonnées, elle comprend différentes variantes régionales comme la monte camarguaise en France. Ah, vous l'attendiez cette semaine en Camargue. La monte portugaise, la doma vaquera en Espagne, la monte australienne, etc. K3AM question. Alors donc, l'équitation western, elle vient de l'équitation espagnole? T'es sûr? Oui, l'équitation western et l'équitation espagnole sont aujourd'hui très différentes, mais elles partagent bel et bien des racines communes et une approche similaire du cheval. La doma vaquera était à l'origine une monte de travail destinée à manier le bétail, notamment les taureaux de combat, dans les élevages de la péninsule ibérique. À partir du XVIe siècle, lorsque les conquistadors et les colons espagnols se sont installés en Amérique, ils ont emporté avec eux leurs chevaux, leurs techniques de monte et leurs selles. Et d'ailleurs, la plupart des races de chevaux américains utilisés en équitation western trouvent leur origine dans les chevaux amenés par les Espagnols. Au départ, les chevaux espagnols ont été introduits au Mexique, puis ils se sont répandus progressivement dans toute l'Amérique du Nord grâce aux expéditions, aux missions et aux chevaux échappés, abandonnés ou volés. I'm telling you, baby, that's not mine. Les populations amérindiennes les ont très vite adoptés, et c'est d'ailleurs à partir de ces troupeaux redevenus semi-sauvages qu'est né le fameux Mustang. This is the Mustang GTD. A legacy yet to be written. À partir de là, plusieurs races américaines emblématiques se sont développées, comme par exemple le Quarter Horse, descendant des chevaux espagnols croisés avec des pur-sang anglais. The American Quarter Horse was first celebrated for quick bursts of speed. La Palooza, qui a été utilisée par les nez percés, qui sélectionnaient leurs chevaux à partir de Mustangs d'origine espagnole. Bref, l'ADN fondateur de la plupart des races américaines est bien espagnol. Quoi qu'il en soit, l'équitation espagnole va peu à peu évoluer au contact des vastes plaines américaines et du travail spécifique des ranchs. Et c'est ainsi qu'apparaît d'abord le style vaquero, du mot espagnol qui signifie vacher, comme cow-boy, lequel est l'ancêtre direct de la monte western moderne. We're gonna do the wall, and by the way, who's gonna pay for the wall? Mexico's gonna pay for the wall. De cette filiation découlent aujourd'hui de nombreux points communs entre les deux traditions, espagnole et western. Leur finalité d'abord, toutes deux viennent du travail avec le bétail, lequel implique l'usage d'une seule main sur les rênes. Il fallait garder l'autre libre pour manipuler le lasso ou la pique. Tu l'as déjà fait, oh. C'est trop dur. Les deux styles ont donc développé un guidage à une seule main, ce qu'on appelle le neck reining, parce que c'est le contact des rênes sur le côté de l'encolure qui guide le cheval, comme si elle lui faisait un couloir. On retrouve aussi dans les deux montes une même exigence de maniabilité et de précision. Des arrêts nets, des pivots, des reculés, des déplacements latéraux, autant de mouvements qui sont indispensables pour encadrer et trier efficacement le bétail. Pour autant, il existe des différences, notamment dans le matériel. La selle western, lourde et dotée d'un pommeau, permet notamment d'accrocher le lasso. La selle de doma vaquera, elle, est plus plate et elle n'a pas de pommeau proéminent. Sun Kiem question.
Alors qu'est-ce qui rend l'équitation western si unique? Eh bien, au risque de paraître pompeux, je dirais que l'équitation western, c'est avant tout une philosophie. Je n'ai qu'une philosophie. Ici, pas question de tout contrôler en permanence. Le cheval apprend à être autonome et à prendre des initiatives. Il répond à des aides discrètes, parfois même à de simples indications de la voix. Wow. Le cavalier adopte une position détendue, presque nonchalante, mais derrière ce calme apparent se cache une précision redoutable. L'objectif ? Obtenir un cheval réactif, serein et capable de réfléchir, une qualité indispensable lorsqu'il s'agit de trier du bétail en plein mouvement ou de réagir à l'imprévu dans un ranch. Mais l'équitation western, ça se résume pas seulement à une méthode de travail, elle possède une dimension ludique qui séduit de plus en plus. Beaucoup de pratiquants, et ça a été mon cas, apprécient son côté accessible et sécurisant. Les selles plus larges et enveloppantes, la position stable et le travail sur des chevaux calmes et bien dressés contribuent à réduire le risque d'accident et à donner confiance aux débutants. Sécurité routière, tous touchés. Tous concernés, tous responsables. L'esprit qui l'anime est aussi plus décontracté. On monte souvent en extérieur, on privilégie la complicité plutôt que la performance à tout prix et on prend plaisir à travailler dans le calme et dans la bonne humeur en portant des chapeaux rigolos et des jolies chemises. I like your style, dude. Oh, well, I dig your style too, man. Got a whole cowboy thing going. Parce qu'il faut dire ce qui est, l'une des choses qui rendent l'équitation western si attrayante, c'est qu'elle s'accompagne aussi d'une imagerie familière et populaire, profondément ancrée dans notre culture collective. Cette équitation porte avec elle l'évocation des grands espaces, des cow-boys et des indiens, des ranchs, bref, du rêve américain. Alors certes, on n'est pas obligé d'aimer tout ce que fait l'Amérique pour aimer la monte western. Les USA, on le sait, sont capables du pire comme du meilleur. Il n'empêche que ce pays, un peu dingue, sait faire rêver et que l'univers du western parle à notre imaginaire, fait d'aventures, de liberté et de grands horizons. Je tiens aussi à souligner l'importance grandissante qu'on attache au bien-être animal au cœur de cette pratique. Aujourd'hui, de nombreux centres et cavaliers intègrent concrètement des préoccupations de confort, de respect et de santé mentale du cheval dans leur approche. En vérité, l'équitation western a même été l'un des foyers d'émergence de l'éthologie appliquée au cheval, plus connue dans le monde anglo-saxon sous le terme de natural horsemanship. Natural horsemanship is a technique we use to train horses. Ce mouvement, prônant une relation basée sur la compréhension et la communication douce, est profondément ancré dans la culture western. Parmi ces figures marquantes, Pat Parelli occupe évidemment une place majeure. I'm Pat Parelli, and I have loved horses for as long as I can remember. Pat Parelli, vous le connaissez peut-être, c'est un cavalier américain renommé qui est à l'origine du programme Parelli Natural Horsemanship, visant à renforcer la confiance, l'unité et la finesse entre l'homme et le cheval. Le mouvement général du Natural Horsemanship s'est développé depuis les années 70-80 avec des pionniers comme Tom et Bill Dorrance, puis avec Ray Hunt et plus récemment avec l'Australien Andy Booth. Bonjour YouTubers, j'espère que vous allez bien. Ici un petit extrait d'une vidéo que j'ai tournée récemment pour le Horseman's Club. Dans certaines disciplines, comme le western dressage, le bien-être est même inscrit au cœur de la pratique. La devise « Honor the horse », honorer le cheval, Honor the horse, est intégrée à la mission de la Western Dressage Association of America, la WDAA. Ces règlements prévoient d'ailleurs des mesures concrètes, utilisation de licol sans mort, de selle sans contact excessif, des allures naturelles, la légèreté des aides, des limites sur le nombre d'épreuves par cheval et la valorisation des chevaux sur leur longévité d'exercice. En somme, l'équitation western évolue vers un modèle plus respectueux et attentif au cheval à travers l'éthologie, et ça, c'est chouette. CCM question. Mais l'équitation western, est-ce que c'est seulement pour les ranchs? Eh bien non, bien sûr. Aujourd'hui, l'équitation western est aussi une discipline sportive à part entière, avec des épreuves impressionnantes. Je ne vais pas toutes les détailler, mais je vais vous parler des principales, que l'on retrouve dans la plupart des centres d'équitation western et qui sont les plus célèbres dans les compétitions internationales. Number 1.
The reining competition. Un cheval lancé au galop, qui soudain s'arrête net, glisse sur plusieurs mètres sur le sable, puis enchaîne sur un demi-tour fulgurant, un spin de 360 degrés. C'est ça, le reining. Reining horses, they're like nothing you've ever seen. This right here. NRHA, this right here is reining. La discipline reine de l'équitation western, née du travail des cow-boys, est devenue aujourd'hui un sport spectaculaire. L'idée est simple, montrer la précision, la réactivité et la légèreté du cheval. En compétition, le couple cheval-cavalier doit exécuter un pattern, un enchaînement de figures imposées. Grands et petits cercles au galop, lents et rapides, arrêt glissé, reculé rapide, spin, changement de pied au galop, tout se fait avec des aides discrètes, presque invisibles. Ce qui est fascinant quand on regarde une épreuve de reining, c'est cette impression de fluidité. Même quand on connaît rien à l'équitation western, on peut regarder une épreuve de reining en prenant beaucoup de plaisir. Number 2. Ranch Trail. Un cheval s'avance doucement vers une barrière. Le cavalier penche légèrement la main, ouvre la porte et la referme derrière lui sans que son cheval ne bouge d'1 millimètre. Un peu plus loin, une passerelle à franchir, un slalom serré entre des piquets, un reculé en forme de L. Et tout ça en restant calme, précis et surtout en harmonie avec sa monture. Bienvenue dans le trail. L'une des disciplines phares de l'équitation western et, pour tout vous dire, celle qui me plaît le plus. Sans doute parce que c'est celle où le lien avec l'origine historique du western est le plus évident. I was born in 1932 and we lived on a little ranch. Parce que oui, le trail vient tout droit du travail des ranchs. Les cow-boys devaient traverser des terrains accidentés, franchir des rivières, manipuler des portes, contourner du bétail, etc. Et en compétition, ces situations ont été transformées en un parcours d'obstacles qui teste la maniabilité et la confiance du cheval. Ranch trail is fun. I mean, there's just no way around it. It's a lot of fun. Chaque geste du cavalier doit être discret. Une main sur les rênes, des aides légères, pas de précipitation, le trail se joue sur la fluidité, sur le calme et sur la complicité. Le trail, c'est pas seulement une suite d'obstacles ou un exercice de précision, il plonge ses racines dans l'essence même de l'équitation western, là où tout a commencé, dans le travail quotidien entre le cheval et son cavalier. I mean, that was always my dream to be a cowboy and to raise my family that way. Pour beaucoup de cavaliers western, et j'en fais partie, le rêve ultime reste de vivre un jour cette réalité et d'aller travailler pour de vrai dans un ranch. C'est là qu'on comprend pleinement le sens de cette équitation et la complicité qu'elle exige. Number 3. Team Penning. Une grande carrière remplie de sable. Au centre, un troupeau d'une trentaine de veaux numérotés. 3 cavaliers entrent, concentrés, leurs chevaux en éveil. Un signal retentit, le chronomètre démarre. Le but, identifier 3 veaux portant le même numéro, les isoler du reste du troupeau et les conduire en un temps record dans un petit enclos situé à l'autre bout de la piste. Ça, c'est le team penning. Une discipline western rapide, collective et spectaculaire, directement issue, elle aussi, du travail réel dans les ranchs. Dans la vie quotidienne, les cow-boys devaient souvent séparer certaines bêtes du troupeau pour les vacciner, les marquer ou pour les vendre. Le team penning transforme cette tâche utilitaire en une épreuve sportive et chronométrée où la coopération est la clé. Le spectacle est impressionnant, les chevaux doivent être maniables, explosifs et très à l'écoute. Les cavaliers doivent travailler en équipe,
anticiper les réactions du bétail et communiquer entre eux sans se gêner. Et croyez-moi, j'ai essayé, c'est loin d'être simple. Number 4. Barrel racing. La cloche retentit. Un cheval s'élance à toute allure. Devant lui, 3 tonneaux, disposés en triangle. L'objectif, les contourner et ressortir de là le plus vite possible. Bienvenue dans le barrel racing, la discipline de vitesse par excellence en équitation western. Tout se joue en quelques secondes, un sprint, 3 virages ultra serrés et une dernière ligne droite vers la sortie. Historiquement, le barrel racing est né dans les rodéos de l'Ouest américain. À l'origine, il mettait surtout en valeur les cavalières. Au Texas, dans les années 30, les femmes rêvaient elles aussi d'avoir leur épreuve de western. Literally, they would tell you to your face, women don't belong here. Elles voulaient montrer leur vitesse, leur adresse et la complicité qu'elles avaient avec leurs chevaux. She's won every major rodeo on the face of the planet. C'est comme ça qu'est né le barrel racing. Les rodéos masculins, c'est un peu des démonstrations de force brute, tu vois? Alors qu'avec le barrel racing, ce qui compte, c'est pas la taille ni la puissance, c'est l'agilité, la précision. C'est un truc de confiance entre la cavalière et son cheval. Number 4. Showmanship. Cette épreuve, souvent méconnue du grand public, ne se déroule pas à cheval, mais à pied. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. Le cavalier y mène son cheval en licol, démontrant la qualité de sa relation avec lui et la précision de son dressage. On a parfois tendance à oublier que travailler avec un cheval, ça doit même aussi se faire à pied. 2 kilomètres à pied, ça use, ça use. C'est donc une épreuve que moi j'apprécie beaucoup. Contrairement aux épreuves montées, l'objectif ici n'est pas de montrer la performance athlétique du cheval, mais plutôt la maîtrise, la communication subtile et la présentation impeccable du couple. C'est joli. Les concurrents doivent exécuter un parcours imposé, des arrêts, des reculés, des pivots, des transitions précises. Tout est jugé, la fluidité des gestes, la position du cavalier, la propreté du cheval, jusqu'au moindre détail de la tenue. Mon Dieu, cette dentelle! Oh! Le showmanship demande un véritable sens du timing et une complicité parfaite. Chaque mouvement doit sembler naturel et harmonieux, comme une chorégraphie silencieuse où le cheval répond à des signaux invisibles. Say team question. L'équitation western, c'est juste un sport où il y a une culture qui va avec. Le western, c'est une culture à part entière, évidemment, et c'est même l'une des choses qui rendent l'équitation western si unique, son état d'esprit. Parce que l'équitation western, ce n'est pas juste un style de monte ou un chapeau à large bord, c'est avant tout une manière d'être, une philosophie, une façon de voir le monde. Long live cowboys! Long live cowboys! Dans la culture western, on ne cherche pas à dominer le cheval, on cherche à collaborer avec lui. Le cow-boy n'a pas le temps ni l'énergie pour se battre contre sa monture, il a besoin d'un partenaire, pas d'un outil. Et ça change tout. We've got a job to do, and we can't do it without a good horse under us. Chaque geste, chaque ordre doit être clair mais jamais brutal. On apprend à parler cheval, à se faire comprendre avec des aides fines, presque invisibles. On apprend aussi à l'écouter, à sentir quand l'animal est fatigué, quand il est inquiet, et à adapter son travail en conséquence. Et puis la culture western, ça s'arrête pas au ranch et aux plaines. Elle a nourri tout un imaginaire qui a marqué le cinéma, la littérature et même la bande dessinée. Si cet imaginaire continue de séduire, c'est parce qu'il cristallise des valeurs universelles. La liberté, le courage, mais aussi la confrontation entre civilisation et nature sauvage. Ces récits parlent d'hommes et de femmes face à l'immensité, face à leurs propres limites, dans une quête d'équilibre entre indépendance et solidarité.
Pendant longtemps, le western a véhiculé une vision manichéenne, où les Amérindiens étaient réduits au rôle de dangereux sauvages, menaçants et caricaturaux. Teach 'em, pale-faced brother, all about Red Man. Cette représentation, reflet d'une époque, a contribué à forger un imaginaire injuste et stéréotypé. Mais au fil du temps, le regard a changé. Dès les années 1970, avec des films comme Little Big Man d'Arthur Penn ou Danse avec les loups même de Kevin Costner, Tatanka. Tatanka. Here. Tatanka. Hollywood a commencé à offrir une image plus juste, plus humaine, où les tribus amérindiennes apparaissent dans toute leur complexité culturelle et historique. The United States government is offering you a piece of land of your own. We have our own land. No, it's not yours. It's the U.S. government's. Did they buy it? No. Did they trade for it? It's not like that. Then how can they own it? He has a point. Aujourd'hui, le western contribue même paradoxalement à réhabiliter la mémoire des Américains natifs et à rendre justice à leur histoire. C'est peut-être là que réside la force de ce genre, dans sa capacité à évoluer, à interroger ses propres mythes et à redonner place à ceux qui en avaient été exclus. Alors je l'admets, ce podcast propose sans doute une vision un peu idéalisée de l'équitation western et de son univers. Je manque probablement d'objectivité tant cette discipline me passionne. Comme dans tout milieu humain, le monde western n'échappe pas à certains travers. Des jalousies, des personnages peu recommandables, un esprit de clocher ou encore des pratiques discutables héritées d'une autre époque. Mais dans l'ensemble, il reste une culture foisonnante, joyeuse et riche où l'entraide et le respect occupent une place essentielle. Et surtout, c'est fun. En outre, comme vous allez le voir dans les futurs épisodes, on y fait des rencontres singulières, enrichissantes. On y croise des gens inspirants qui ont des parcours assez uniques, parfois en changeant radicalement de vie pour se lancer à cœur perdu dans cette aventure. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode 0. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous donnera envie de découvrir mes prochains invités, parmi lesquels Kader Iclef, fondateur du Petit Far West en région parisienne, Axel Pessec, figure montante du championnat de reining, Nicolas Delalondre, créateur du ranch de la Boscraie en Normandie, ou encore Déborah Taves, toute droit venue du ranch Made in the USA en Corrèze. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire, c'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et d'aider d'autres passionnés à le découvrir. Et puis, comme dans un ranch, tout est plus agréable quand on partage, alors n'hésitez pas à faire passer le mot autour de vous ou sur vos réseaux. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et en attendant, ride safe et gardez l'esprit western.